Lancement du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration à Tombouctou. Le programme concerne 341 ex-combattants issus de 4 mouvements des régions de Tombouctou et Taoudéni. Un dispositif a été mis en place pour disposer d'un fichier fiable au terme des opérations. Les détails dans un instant. Focus dans ce journal sur la transformation du karité à Dioïla. Plus de 2000 femmes issues de différentes coopératives de la 13e région peuvent produire annuellement 100 tonnes, dont 20 tonnes de beurre de karité biologique. Si ces femmes disposent aujourd'hui d'équipements nécessaires à la production du beurre de karité, la commercialisation fait face à quelques contraintes. Les explications dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Lancement donc à Tombouctou du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au profit de 341 ex-combattants issus des mouvements comme le Gatia, le CPA 1 et 2, le mouvement sédentaire des régions de Tombouctou et Taoudéni. La cérémonie de démarrage a enregistré la présence des responsables des commissions nationales chargées du DDRI, les responsables des mouvements ainsi que les autorités régionales. Chacune des parties prenantes a salué le bon démarrage du processus et salué les dispositifs en place pour disposer d'un fichier fiable au terme des opérations. Les précisions avec Najim Babasissé et Mahmoudou Askofari. Ce mercredi 7 janvier consacre le démarrage du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au compte des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Cette étape constitue un pilier essentiel de la réconciliation et de la consolidation de la paix au Mali. Ces opérations conduites par la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et la Commission nationale d'intégration porteront sur la démobilisation de 341 futurs ex-combattants et leur intégration au sein des forces armées et de sécurité comme soldats de deuxième classe. Ces opérations témoignent de la volonté inébranlable des autorités maliennes à poursuivre les efforts vers la paix et la stabilité du pays dans le but de construire un Mali uni, unifié, en paix et réconcilié avec lui-même. Les ex-combattants concernés par ce processus sont issus des mouvements Gatia, CPA et le mouvement sédentaire. Je lance un message à nos frères qui détiennent toujours les armes, de laisser les armes et d'intégrer les forces de sécurité et de défense. C'est une joie totale parce que c'est un processus auquel nous nous attendions depuis longtemps et il a plusieurs avantages. Moi je vois que le processus s'est bien déroulé, tout va bien, tous les moyens sont réunis et on prie Dieu que les choses vont aller en avance. Les moyens sont réunis, les combattants ont commencé à venir. Les gouverneurs des deux régions sont très enthousiastes par le lancement des opérations du DDRI dans leur région et surtout son caractère particulier. C'est un processus pur malien. L'objectif pour qu'on puisse avoir la paix chez nous, à mon avis, personne d'autre qui doit amener la paix à notre pays en dehors des Maliens eux-mêmes. Et je pense qu'avec l'expérience des Maliens, par rapport à tout problème qu'on est en train de vivre des années, je pense qu'on doit sortir la tête haute parce que chacun de nous, il a le courage pour dire à l'autre comment on peut vivre ensemble. Ces opérations découlent de la volonté des autorités de la transition pour faire du Mali un pays de paix. Ces opérations ont un triple impact sur les deux régions, Taoudéni et Tombouctou. Ces opérations augmenteront sans doute les effectifs de nos femmes, réduiront significativement les taux de chômage et enfin réduiront le nombre d'armes en circulation dans les deux régions. Aussitôt, après le lancement, les autorités et responsables du DDRI ont procédé à la visite guidée des différents stands pour s'approprier le dispositif d'enrôlement et de traitement. À leur constat général, tout est sur place. Sur un tout autre sujet, rentrée syndicale 2026 des jeunes travailleurs du Mali à la Bourse du Travail, une rentrée effectuée autour d'un message. La jeunesse confrontée à la précarité et au chômage exige d'être entendue. Un moment fort pour porter les revendications d'une génération en quête d'emploi et de dignité. Le reportage de Moussa Kamara.
Cette rentrée syndicale du Comité national des jeunes travailleurs se veut un cadre d'échange et de partage, une occasion pour eux de tirer les leçons de l'année écoulée et de planifier des activités à venir. Pour l'année 2025, le Comité national des jeunes travailleurs de l'UNTEM a engagé un montant total de dépenses de 38 851 850 francs CFA, dont 2 243 000 francs CFA d'apport direct du bureau exécutif du CNJT. Ce bilan témoigne de la rigueur dans la gestion des ressources et de l'efficacité dans la mise en œuvre de nos activités. Pour 2026, la CNJT affiche déjà des ambitions. Et au-delà, le bureau exécutif du CNJT s'engage à consolider l'appui technique et financier du secrétaire général de l'UNTEM et de son bureau, moteur de la jeunesse syndicale. Pérenniser ces actions grâce au soutien constant du secrétaire général de l'UNTEM et de son bureau. Renforcer les compétences des jeunes sénégalistes par des formations continues et innovantes. Former une nouvelle génération de leaders jeunes syndicaux efficaces, qualifiés et engagés. Un des moments forts de cette cérémonie, c'est cet appel à la responsabilité syndicale lancé par le secrétaire général de l'UNTM. Vous êtes l'avenir de l'UNTM. Vous devez être les héritiers des luttes passées et les bâtisseurs d'un syndicalisme moderne, responsable et crédible. L'année syndicale qui s'ouvre doit être placée sous les signes de l'unité, de la vigilance et de la mobilisation responsable face aux défis majeurs du monde du travail. Cette cérémonie a été marquée par la remise d'attestations et de trophées à plusieurs personnalités du monde syndical en reconnaissance de leur engagement en faveur des travailleurs du Mali. Je vous le disais dans les titres, à Dioïla, plus de 2000 femmes de cette commune évoluent dans la production de beurre de karité. Elles sont membres de l'Union locale des productrices de karité. La production annuelle de cette union atteint souvent 100 tonnes, dont 20 tonnes de beurre de karité biologique. Si ces femmes disposent aujourd'hui d'équipements nécessaires à la production du beurre de qualité, elles souhaitent vendre plus. La transformation du karité à Dioïla, un dossier signé Moustapha Doumbia et Alassane Sankarim. La région de Dioïla est l'une des principales zones de production de karité du pays où la transformation de l'amande de karité constitue l'activité économique de plusieurs coopératives féminines. C'est pourquoi des milliers de femmes issues de cette commune de la région sont aujourd'hui membres de l'ULPK, Union locale des producteurs de beurre de karité. Créée en 2001, l'ULPK produit environ 100 tonnes de beurre de karité par an, dont 20 tonnes de beurre certifié biologique et 80 tonnes de beurre équitable ou conventionnel. ULPK travaille depuis 2021 sur la production de karité bio, en ce sens qu'auparavant ULPK achetait les produits finis, le beurre, avec les groupements villageois pour chercher le marché. Mais les qualités du beurre de karité issu de la commune 1 et la commune 2 d'intervention ne sont pas les mêmes qualités. Donc on a changé la donne en faisant quoi, en appliquant une autre approche de qualité, acheter les noix uniquement chez les femmes, les centraliser au niveau de l'unité à Dioïla ville et les transformer. Mon rôle consiste à organiser les femmes par équipe et par spécialisation. La transformation des amandes de karité est organisée de manière à impliquer les femmes des coopératives membres de l'Union. Ces femmes bénéficient à plus d'un titre. Elles fournissent la matière première qui est achetée par l'Union et elles participent à la transformation, donc une prise en charge. La production de beurre de karité implique 2010 femmes de 7 communes de la région. Nous achetons les noix avec les coopératives et nous les transportons. Nous disposons pour cela des équipements pour le transport, la cuisson, le barattage et tous les dispositifs pour la production du beurre de karité biologique. Grâce à l'appui des partenaires, nous disposons de foyers améliorés qui consomment moins de bois, donc nous protégeons l'environnement. Nous disposons aussi des machines pour produire en quantité, en qualité et pour conserver dans de bonnes conditions. Tout le tobiano sera qu'à filtrer machine, au machine mais tout le to qualité nya ka kasati. Un hectare de karité est bien cartographié et chaque année les auditeurs quittent Burkina pour venir certifier cette zone de collecte, voir que est-ce que aux alentours de ces parcs là est-ce qu'il y a des champs
où on fait des pulvérisations des pesticides? Est-ce qu'il y a des champs où on cultive? Bon, s'il n'y en a pas ces champs-là, donc ils prélèvent les échantillons des noix de karité pour aller analyser au niveau des laboratoires en Allemagne pour prouver que vraiment les produits de karité que ULPK produit ne contiennent pas de pesticides, ça ne contient pas des produits chimiques, ça ne contient pas d'engrais. Il y a tout un paramètre à appliquer pour avoir. C'est ce qui crée vraiment aujourd'hui la différence entre ULPK et les autres groupements qui transforment sur le beurre de karité au Mali. La commercialisation du beurre de karité s'est faite à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Que ce soit en carton, en boîte de 5 kg, 1 kg, etc. Nous vendons sur place à l'intérieur du pays et même à l'extérieur dans des pays européens. Mais nous avons toujours besoin d'appui pour former nos membres et même pour la commercialisation parce que nous remplissons les conditions pour vendre du beurre de karité certifié. J'utilise le beurre de karité pour mon massage avant le coucher. C'est un défatigant pour moi. Je le consomme aussi dans différents repas. Il est à la fois bon pour la peau et pour la santé. L'Union locale des producteurs de beurre de karité de Dioïla dispose à ce jour d'un stock d'environ 7 tonnes de karité conventionnelle et 5 tonnes de karité biologique. On l'appelle le 5e art, il s'agit de la littérature qui intéresse de plus en plus la jeunesse au Mali. Cela se traduit par le nombre croissant des jeunes auteurs, alors que certains sont à leur début, d'autres ont déjà à leur actif quelques publications, parmi lesquelles des romans et des recueils de poèmes. Ces jeunes écrivains doivent leur motivation à la passion qu'ils ont pour la littérature. Gros plan sur des jeunes auteurs du Mali avec Tiamoko Konati. 3 jeunes, une passion, la littérature. Il s'agit de Kali Diallo, Malik Mbaye et Djibril Ba. Si les 2 premiers ont chacun à son actif quelques publications, le 3e est l'auteur d'un roman qui traite l'immigration, une pratique assez courante dans la région de Kaya. Le roman a été publié en septembre 2022. L'originalité de ce roman s'explique par la thématique déjà qui aborde l'immigration. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est une question d'actualité et qui m'a poussé à réfléchir sur les motivations qui poussent les émigrés à quitter le Mali, l'Afrique en général, pour se retrouver en Europe. Quand j'étais à l'université, j'ai eu beaucoup de difficultés, ce qui m'a d'ailleurs poussé à écrire. On ne dira pas que je suis né écrivain, mais je suis né avec une partie écrivain, parce que ça, il faut reconnaître, depuis l'enfance, je voulais écrire. Je suis auteur de 3 livres. Le premier s'intitule Ma plume au service de ma communauté, publié en 2019. Le deuxième s'intitule Le prix à payer. Et le troisième s'intitule Chant d'honneur. À l'image de ses interlocuteurs, nombreux sont les jeunes diplômés évoluant dans différents secteurs d'activité, à coucher de plus en plus sur papier leur ressenti. Des publications alliant parfois le lyrisme personnel et le lyrisme engagé. J'ai décidé de mettre ma plume au service de ma communauté pour dénoncer les maux qui rongent ma communauté, pour être la voix des sans-voix. Cela est un acte de patriotisme pour moi. Comme le disait Mahatma Gandhi, soyons le changement qu'on veut voir apparaître. J'écris par passion parce que c'est un plaisir pour moi. Au-delà de cela également, je pense aujourd'hui que la jeunesse a un rôle crucial à jouer. Nous qui avons été à l'école et qui avons choisi les sciences sociales, la littérature à elle seule ne peut pas construire, mais ça permet d'éveiller la conscience collective. Le premier livre, c'est Ma vie au campus. Ce qui m'a d'ailleurs poussé à écrire ces livres-là, c'était d'informer de quoi les élèves souffraient à l'école, surtout au campus. Nos interlocuteurs affirment emboîter ainsi les pas aux grandes figures maliennes ayant marqué la littérature africaine, citant en exemple Amadou Hampâté-Bâ, Seydou Badian et Félix Dabo Sissoko. Amadou Hampâté-Bâ, on le lit aujourd'hui, mais il n'est plus. Et Seydou Badian, on le lit aujourd'hui, mais il n'est plus. Mais il est parmi nous, parce que ces écrits sont parmi nous. Il y a des chapitres réservés à la sensibilisation, des chapitres réservés un peu au développement personnel et des chapitres réservés à l'éveil de conscience. Pour ce qui concerne l'unique roman du jeune Ba, qui s'intitule Partir ou périr, il sera bientôt élargi en trilogie. Le départ, la vie en Europe et éventuellement le retour en Afrique. Donc l'objectif dans ce deuxième roman, c'est d'essayer de montrer le paradigme. Cet engouement grandissant des jeunes pour la production littéraire présage un lendemain meilleur pour la littérature malienne, voire africaine.
Le premier lundi du mois de janvier a été marqué à Badiangara par la traditionnelle montée des couleurs nationales. Présidé par le gouverneur de la région, ce moment solennel de communion républicaine a également servi de cadre au chef de l'exécutif régional pour adresser des remerciements aux ressortissants de Badiangara à Tombouctou et à la troupe régionale pour sa brillante participation à la biennale. Le reportage de Agibou Koulibaly. Devant les autorités administratives, politiques, coutumières, les forces de défense et de sécurité ainsi que les populations, à la traditionnelle montée de couleurs nationales, le gouverneur de la région a salué l'engagement patriotique et la mobilisation exemplaire des ressortissants de Badiangara vivant à Tombouctou. Il a particulièrement mis en exergue le rôle déterminant de l'association Guina Dogon, dont l'accompagnement et le soutien ont contribué au succès éclatant de la participation de la région à la Biennale artistique et culturelle 2025. Et nous allons réellement les répondre par écrit pour vraiment les remercier pour ce soutien. Au-delà de cela, nous étions hébergés par le quartier qu'on appelle Sarakaina et le cercle de Niafunke. C'est eux qui sont vraiment occupés de nous, donc on n'a pas été du tout dépaysés. Badiangara a pu vraiment participer à toutes les disciplines. Nous avons quand même participé sans coup férir. Nous étions dans les temps, nos disciplines étaient vraiment très bien. Voilà, les jeunes gens qui ont été représentés de la région l'ont fait avec honneur. En renouvelant sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs impliqués, le gouverneur a invité les populations à demeurer unies autour des valeurs de cohésion sociale, de paix et de promotion du patrimoine culturel, convaincu que la culture demeure un puissant levier de développement et de vivre ensemble pour la région de Badiangara et pour le Mali tout entier. C'est la fin de cette édition de la mi-journée à 20h. Barakissa Ouattara sera là pour la grande édition du soir. Excellent après-midi sur les antennes de ORTM 1.